Oh oui, t'es trop mignon. Ouh. C'est toi la vraie star. Guys, depuis le début de l'année, je pense que je suis toujours en reading slump en vérité. J'ai pas réussi à... Le challenge de 24 heures n'a pas réussi à exorciser ce feeling que j'ai d'être en reading slump. Même si j'ai lu 12 livres depuis le début de l'année. Et au mois de février, du coup, j'en ai lu combien? 6, dont 3 dont la moitié qui ont été lus pendant le challenge de 24 heures. Donc bon, ça va, genre, ça me dérange pas trop. Je suis en mode, bah écoutez, je vais pas me forcer. Je suis pas dans le mood de lire, je suis tellement en PLS avec le concours qui approche que je suis rarement dans le headspace pour lire en fait. Malgré tout, et sans transition, j'ai quand même lu 6 livres au mois de février. La majorité, je vous en ai déjà parlé parce que c'est deux-là qui sont ceux que j'ai lus pour ma vidéo sur la littérature portugaise. Et comme je vous ai dit, 3 autres qui sont ce que j'ai lu pendant le challenge des 24 heures. Donc ça va être très rapide. Après, on pourra faire un point sur ma TBR, sur mes projets pour les prochains mois, prochaines semaines. Donc le premier livre que j'ai terminé, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais quand même en reparler, c'est L'aveuglement de José Saramago. Et ça a été une énorme surprise parce que j'avais prévu depuis longtemps de le lire justement pour cette vidéo. Parce que cet été, j'ai acheté La Lucidité. Mais comme lui, chronologiquement, vient avant La Lucidité, je me disais, il faut que je lise celui-ci d'abord. Une fois que je l'ai ouvert et que j'ai vu que toutes les pages ressemblaient à ça, j'étais en mode, je vais mettre 1 mois et demi à le lire. Et pas du tout, en fait, j'ai mis, je crois, 3-4 jours. C'était trop bien. Vraiment, je suis choquée. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit ok et que je cherche un peu quoi vous dire. Mais c'était vraiment bien. C'était pas ce que j'étais allée chercher dans le sens, ça pourrait se passer dans n'importe quel pays, il y a absolument rien qui ressort de la culture portugaise dans ce livre-là. Malgré tout, c'était quand même une super découverte et je pense que ce qui ressort peut-être de la culture portugaise, s'il y a quelque chose, c'est peut-être le style. Ce style justement, pas de retour à la ligne et tout, des rares romans que j'ai lus en portugais, c'est quelque chose que je retrouve souvent. Pas quelque chose qui me plaît spécialement, mais là particulièrement, c'était pas du tout gênant. C'était même, ça apportait, je trouve, pour le coup, c'était bien fait et ça apportait quelque chose, ce style-là. C'était toujours teinté aussi d'une petite pointe d'humour et tout. Et pour ceux qui savent pas l'histoire, c'est juste des gens qui deviennent aveugles et il y a une épidémie qui se répand dans le pays. Tout le monde devient aveugle et personne ne comprend pourquoi. Et nous, on suit les premières personnes à être devenues aveugles, qui sont enfermées au début dans un asile pour essayer de contenir l'épidémie. Et on les suit, essayer de survivre, comment, vous voyez, des gens enfermés, un petit groupe, les dynamiques qui se forment, tout ça. Et le gag, c'est que la personnage principale, c'est la femme de l'ophtalmologue qui a reçu le premier à être devenu aveugle, qui elle n'est jamais devenue aveugle et qui, c'est pas un spoil, hein. Seule une femme n'a pas été frappée par la blancheur lumineuse. Elle devient pas aveugle, mais elle fait genre pour être enfermée avec son mari et du coup on va suivre beaucoup de toutes ses aventures à travers ses yeux à elle et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien, je recommande grandement. Pas seulement si la littérature portugaise vous intéresse, mais tout court. Ensuite, deuxièmement, j'ai aussi lu pour la même vidéo Les Mémorables de Lydia Georges, qui là pour le coup est très ancré dans le contexte historique du Portugal puisque ça revient sur les événements de la révolution des œillets du 25 avril 1974. C'était un peu plus compliqué à lire parce que c'était pas forcément explicite comment était dépeint tout le contexte et avec mes connaissances limitées que j'en avais, c'était un peu difficile et j'étais un peu frustrée parce que je sentais bien qu'il y avait des thèmes et des questions hyper intéressantes qui étaient soulevées, mais vu que j'avais pas les connaissances de base, je pouvais pas accéder à ce questionnement plus profond et plus élevé. Donc c'était un peu frustrant, mais j'ai quand même bien aimé La Plume de Lydia Georges et je pense que j'irai lire autre chose d'elle. J'ai déjà ajouté sur ma liseuse La Couverture du Soldat et aussi son dernier qui est sorti, qui s'appelle, je vais dire Les Mémorables, mais non c'est celui-ci, Miséricordia, et qui, j'ai l'impression que son style à elle est toujours très, enfin c'est vraiment des romans historiques, toujours très ancrés dans l'histoire du Portugal, donc hâte de voir. Ça m'a rendue curieuse de cette autrice. Après ce livre-là en particulier, il m'a laissé un peu tiède, mais c'est pas la faute du livre, c'est plus ma faute à moi de pas avoir les connaissances prérequises. Je recommanderais si cet événement vous intéresse, après sinon pas forcément. Ensuite, le premier livre que j'ai terminé pendant le challenge de 24 heures, c'est ce petit non-fiction essai sur l'idéologie du genre enseigné à l'école. Ça s'intéresse à la France et au Québec, ça met un peu en parallèle les deux contextes géographiques et c'est très intéressant, très accessible, ça revient vraiment sur les concepts de base de déjà qu'est-ce que c'est le genre, avec ensuite une deuxième partie qui s'intéresse plus à pas forcément comment le genre est enseigné, mais comment il est justement pas vraiment enseigné ou comment il est mal enseigné maladroitement, même quand on veut
veut bien faire, on n'arrive pas forcément au résultat voulu. Des fois, même sans s'en rendre compte, au final, on transmet pas forcément les bonnes idées. Et après, toute une dernière partie sur comment, du coup, on peut s'y prendre pour faire les choses mieux. C'était trop intéressant. C'était vraiment trop intéressant. Et j'ai surtout, comme je vous dis, bien aimé la dernière partie où c'était vraiment plus très concret sur quelle action on peut entreprendre. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, je recommande aussi grandement. Ensuite, pendant le challenge de 24 heures, j'ai aussi terminé, ça c'était ma lecture imposée par Enzo, Hello Beautiful de Anne Napolitano. Dans celui-ci, on suit j'allais dire une fratrie, mais il n'y a que des sœurs. C'est quoi le mot? J'allais dire sororité, mais ça c'est le sororité, fraternité. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot pour dire que des sœurs, non? S'il y en a un, pardon, je le mettrai là. Après 20 minutes de recherche, dont j'ai passé 15 minutes sur un forum qui date de 2006, sur des gens qui se sont posé la question et qui se sont embrouillés. Je vous mettrai le lien, c'était drôle, mais il n'y a pas de réponse. Le mot n'existe pas, ou il y a des mots, bref. Les gens ils disent en mode, il n'y a pas besoin d'autres mots, parce que fratrie, ça veut pas dire que des frères, non, arrêtez les féministes de vouloir inventer des mots. Bref, je vous mets le lien du forum, vous trancherez vous-même. Mais en tout cas, on suit 4 sœurs, 2 aînées et une paire de jumelles. Aussi, en plus des 4 sœurs, on suit aussi un homme qui va épouser l'aînée des 4 sœurs, qui lui a eu une enfance un petit peu traumatisante puisque sa grande sœur est morte quand il avait moins d'1 an, et depuis ses parents lui ont toujours un petit peu fait payer. Donc il vient un peu d'un background un peu compliqué, et donc il va se marier avec l'aîné de la fratrie. Je l'ai dit dans le challenge de 24 heures, ça m'a beaucoup fait penser à l'amie prodigieuse dans le sens où on suit des gens grandir et faire leur vie et construire leur vie et un peu détruire leur vie par des choix. Et c'était super triste, mais la fin quand même un petit peu feel good, ça va, c'était sympa. Mais vu que je l'ai lu en du coup moins de 24 heures, je l'ai vraiment enchaîné, j'ai un peu l'impression qu'il est passé devant mes yeux sans que vraiment je prenne le temps de l'absorber. Vous voyez, vraiment on devrait pas lire des livres à une telle vitesse, en vérité, on va pas se mentir, ça n'a pas été fait pour être lu comme ça. Mais en vrai, c'était cool, c'était sympa, et je suis contente que ce soit celui-ci que Enzo m'a fait lire, parce que j'avais trop un a priori, je vous l'avais dit, parce que c'est le livre qu'ils ont utilisé pour faire la promotion de la Kindle Colors. Donc ce livre a été associé dans ma tête à des trucs négatifs, mais pour rien en vrai. Donc c'était cool. Si vous avez aimé L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, si vous avez aimé The Vanishing Half de Brit Bennett, si vous avez aimé Blue Sisters de Coco Mellors, ça tombe dans ce parapluie là, et c'était trop sympa en vrai. En vrai, je recommande, si vous aimez ce genre d'histoire familiale un peu. Ensuite, j'ai aussi lu une petite nouvelle de Martha Wells. J'ai oublié c'est quoi le titre, mais en tout cas, j'ai lu le premier de la série des Murderbot, dans lequel on suit un robot, le Murderbot, qui est en fait un robot conçu pour assurer la sécurité. En tout cas, dans le 1, je sais pas s'il est conçu que pour ça ou s'il va avoir différentes missions dans la série, mais en tout cas, dans le 1, sa mission, c'est de protéger une équipe de scientifiques qui va sur une planète en mission pour terraformer, faire des recherches sur une colonie, sur une planète pour savoir si c'est vivable, je sais pas, enfin bref, il rentre pas dans les détails de ça. Nous, on suit à la première personne le Murderbot qui est là, qui est saoulé d'être là, qui comme la plupart d'entre nous ne kiffe pas son travail et qui a juste hâte de rentrer chez lui pour aller regarder des séries. Et c'est hilarant, c'est vraiment trop drôle. Après, il y a bien sûr un plot avec toutes les scientifiques et tout, mais ce qui est super drôle et intéressant, c'est de voir la perspective non humaine sur ce qui se passe avec les humains, vous voyez, c'est le genre de truc que j'aime trop, là, mis dans un contexte un peu sci-fi et tout. Donc j'ai hâte de lire la suite. Après, j'ai cru comprendre que la série, elle est pas sortie forcément dans l'ordre chronologique, et vous voyez, c'est un peu comme les séries de films, genre par exemple les Aliens, il faut les regarder dans un autre sens pour chronologiquement avoir un truc plus cohérent. En tout cas, j'ai très envie de continuer, et vu que c'est une petite nouvelle de moins de 100 pages, en tout cas sur ma liseuse, ça se lit grave facilement. Si vous avez bien aimé la duologie de Becky Chambers, Du moine et du robot, je pense que vous pouvez bien aimer ça, même si c'est moins utopique et tout, et c'est plus vraiment sci-fi, mais c'est un peu le même feels, les mêmes vibes. Et ensuite, j'ai fini quand même, j'ai lu plus de la moitié pendant le challenge de 24 heures, et après je l'ai fini quelques jours après. Piranesi de Susanna Clarke. Mes post-it de révision qui dégringolent. J'espère que c'est pas un signe. Série Peanuts, que j'avais du coup décidé de lire parce que je l'avais sur ma liseuse depuis plus d'1 an, si c'est pas 2. Et là, tout le monde a recommencé à en parler en disant que c'était une bonne lecture préalable à Catabasis qui sort fin août.
Donc du coup, je me suis chauffée, vu qu'il est pas très long, je me suis dit que j'allais le lire pendant le challenge. Je vous avoue que j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal au début, et la seule chose qui m'a fait pousser, c'est que vu qu'on le lisait en même temps avec Enzo, et que Enzo, il était là, oh, quoi? Oh, MDR, nan, et tout, genre il était trop gag à côté de moi, j'étais en mode bon vas-y, je vais continuer, même si, encore une fois, il s'est avéré qu'on lisait la même chose, mais on n'avait pas les mêmes réactions, parce que quand j'arrivais au moment où lui, il avait des réactions comme ça, moi, j'étais en mode ok, j'étais un peu plus perplexe, j'avais besoin de plus de choses pour me sentir investie dans l'histoire, et c'est que à partir de vraiment les 60 premières pages un peu dures, après on comprend un peu plus ce qu'on fait ici, ce qu'on fait dans l'histoire, et après à partir de la moitié, tout commence plus à prendre sens, et on a assez de réponses pour pouvoir être curieux du reste des questions qui nous restent. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive au début de l'histoire, on est dans la tête d'un personnage qui est dans un espèce de labyrinthe avec plein de pièces, et les pièces, il y a la mer dedans, il y a les marées qui montent et qui descendent, et il nous explique ce qu'il y a dans toutes les pièces. Il nous dit qu'il y a des squelettes dont il prend soin, il leur fait des petites cérémonies. Voilà, et il est dans un contexte où vraiment on n'a rien de palpable, il n'y a rien qui se rapproche à notre monde à nous, si ce n'est le deuxième personnage qui va être introduit dans le deuxième chapitre, qui est l'autre, The Other, parce que le personnage principal est juste en mode bah c'est l'autre personne qui n'est pas moi, parce que c'est la seule personne avec qui il a un contact. Et lui, il a l'air, il est très éparpillé et tout, mais il a l'air plus de se présenter comme quelqu'un de notre monde à nous. Donc on comprend pas trop ce qui se passe et tout. Et voilà, et je vais pas en dire plus, mais je saurais pas vous dire si vous avez aimé ça, vous pourrez aimer ça. J'ai pas d'autres références. J'ai jamais lu rien de similaire. Là, on avait affaire à un narrateur unreliable, mais plus dans le sens où c'est pas lui qui essaye de nous mentir, c'est que même lui, il a pas l'impression de pas comprendre ce qui se passe, mais nous, quand on lit, on voit bien que lui, il est un peu déconnecté de la réalité et très naïf et qu'il comprend pas les choses comme il devrait les comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. C'est à ça que je me suis accrochée pour continuer. Et à partir de 50%, t'as envie de savoir ce qui se passe et de comprendre. Et ça devient vraiment très 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 intéressant. Donc en vrai, peut-être, si vous aimez bien l'aspect magical realism des Murakami, vous pourrez aimer celui-ci. Je dirais ça, même si ça me chagrine un peu de comparer ce livre-là à un Murakami. Mais voilà, je dirais ça. Voilà, allez, je n'en dis pas plus. Et ensuite, en vérité, je l'ai fini le 2 mars, mais j'ai lu la majorité en février, donc je vais vous en parler maintenant. J'avais prévu de le lire aussi pendant mon challenge de 24 heures, j'ai été beaucoup trop ambitieuse, mais je l'ai quand même lu du coup en février. C'est No Home de Yagazi, dont j'avais déjà lu Sublime Royaume, que j'avais absolument kiffé et que j'avais lu vraiment par hasard. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres l'été d'il y a 3 ans. C'était même pas une boîte à livres, c'était à l'accueil du camping où j'étais. Donc vraiment c'est quelque chose que j'aurais jamais lu de moi-même et je suis très contente d'y avoir été. Et du coup, j'ai décidé de lire le premier qu'elle avait publié avant. Que là, on est vraiment sur un roman historique où ça repart de les années 1700, le 18e siècle, au moment vraiment le plus fort de l'esclavage. Et ça va aller jusqu'à... Il donne jamais de date, mais on arrive quasi, je crois... dans les années 80-90. Quand on ouvre le livre sur un arbre généalogique. Donc déjà, je savais que ça allait être trop bien. Et en fait, on suit la lignée de 2 sœurs qui ne sauront jamais qu'elles sont sœurs. Et qui vont avoir 2 parcours très différents parce que les 2 sœurs, elles, vont être séparées, vont avoir un destin totalement différent et ça va du coup changer la trajectoire de leurs 2 lignées complètement. Et je vais pas en dire plus parce que maybe il se peut qu'à un moment elles se recroisent ces 2 lignées, mais c'était trop bien. On change du coup on fait une lignée, un chapitre sur 2, donc en fait c'est un chapitre, un personnage et on reverra enfin si on revoit un peu les personnages dans les chapitres d'après parce que c'est souvent les enfants. Pardon, c'est très éparpillé, mais c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Du coup, on voit l'époque de l'esclavage de l'intérieur parce que vraiment tout ce que j'en avais vu et entendu et étudié jusqu'à maintenant, on voyait ça plus du côté le commerce triangulaire et tout. Mais là, vu qu'on part des premières tribus où ça va être déclenché, où il y a des premières tribus qui vont faire des accords avec les colonisateurs blancs anglais et qui vont du coup aller attaquer les villages d'à côté et aller vendre des hommes d'autres tribus aux colons. On se rend compte que c'est pas si blanc et noir en fait, il y avait des dynamiques aussi de pouvoir différentes entre même les tribus africaines. Là ça se passe en Côte de l'Or, donc c'est le territoire actuel du Ghana j'imagine. C'était vraiment trop bien, je trouve que c'était une lecture vraiment très enrichissante et intéressante, donc je recommande grandement, surtout si vous avez lu aussi Sublime Royaume de Yagazi, encore plus. Et voilà, et du coup c'est le dernier que j'ai lu, du coup je vous le dis, je l'ai fini début mars.
Et là, je suis toujours un peu en mode, je sais pas, il y a rien qui me dit. J'ai commencé une relecture de Anne de Green Gables parce que voilà, le printemps arrive. Pour l'instant, ça me va très bien, mais je le lis hyper lentement, genre un chapitre par jour quasi, si ce n'est moins. Il y a des fois où je lis pas. Voilà, ma TBR assez grandement réduite vu que je suis en book buying ban depuis le début de l'année. Là, j'ai plus que 4 livres sur ma TBR, 2 non-fiction que j'avais acheté sur théorie de l'éducation, La lucidité de José Saramago et je sais pas quoi des vainqueurs de Paulo Coelho qu'on m'a offert à Noël. Et du coup, la semaine prochaine c'est mon anniversaire, donc j'ai quand même envie d'aller faire un tour. En fait, je sais pas pourquoi, je suis dans un mood où j'ai envie de lire des classiques. Je sais pas si j'ai vraiment envie ou je crois que j'ai envie et que quand je vais en lire, ça va me saouler et je vais pas réussir à lire non plus, mais je sais pas, je suis dans un mood où j'ai envie de lire des classiques. Du coup, j'ai dit à Théo pour mon anniversaire, j'ai envie d'aller faire un peu de shopping, de book shopping, mais pas de book shopping neuf. J'ai envie d'aller que dans les trucs de seconde main, les Bouligny et les trucs comme ça. Voilà, y aller sans trop d'objectifs, mais voir ce que je trouve dans les classiques. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des livres vraiment que ça se voit, ils ont vécu et tout. Je sais pas, je suis dans ce mood là en ce moment. Donc probablement, je pense que je ferai un vlog de cette journée. C'est l'une des prochaines vidéos qui sortira. Mais voilà, j'espère que vous ça va, j'espère qu'il fait très beau chez vous, j'espère que vous aussi le retour du soleil vous fait du bien et vous fait plaisir. J'espère que ça vous a plu aussi cette vidéo. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.